Chers téléspectateurs, bienvenue au 8e épisode de votre web émission Les engagés de l'innovation sociale. Et oui, nous sommes déjà au 8e épisode et lors des précédents, on a traité des thématiques diversifiées liées à l'innovation sociale, le financement de l'innovation sociale, le cadre réglementaire de l'économie sociale et solidaire, le système d'accompagnement des innovateurs sociaux, les systèmes d'incitation et beaucoup d'autres. Aujourd'hui, pour ce 8e épisode, nous vous proposons un autre sujet, qui est celui de l'innovation sociale au sein des collectivités territoriales, qu'elles soient communes, préfectures, provinces ou régions. Dans le cadre de la régionalisation avancée du Royaume, ces collectivités territoriales jouent un rôle très important aujourd'hui dans le développement socio-économique du pays. Pour parler du sujet, nous avons invité pour vous deux calibres, je dirais, connus sur le terrain. Madame Halima Rzqaoui, bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Madame Rzqaoui, vous êtes la directrice de CARE Maroc, association de droit marocain reconnue d'utilité publique, et vous appliquez une approche d'innovation sociale avec les pouvoirs publics au sein des collectivités territoriales pour encourager l'entrepreneuriat féminin, rural principalement. J'ai également M. Ahmed Jazouli, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ahmed Jazouli, vous êtes expert en gouvernance locale et analyste de politique publique. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Comme à la coutume, nous démarrons notre épisode avec un sujet d'actualité sur lequel je laisse mes deux invités réagir. Et là, vous allez me permettre de lire texto un petit paragraphe issu, extrait du nouveau rapport sur le nouveau modèle de développement du Royaume, qui dit, texto, que pour un Maroc durable, il est nécessaire de renforcer le rôle des territoires comme lieu d'ancrage de la dynamique de développement, de construction d'un cadre de vie de qualité pour le citoyen et de préservation de la durabilité. Donc, une telle démarche suppose le recours à des méthodes, à des instruments renouvelés, opérationnels, et du coup à même à faire émerger des dynamiques territoriales nouvelles et innovantes. Je démarre avec vous, Madame Rzqaoui, j'aimerais avoir votre réaction par rapport à cette actualité. Comment imaginez-vous cette nouvelle innovation territoriale que nous décrit là, le nouveau modèle de développement du pays? Merci. Alors, pour CARE Maroc, dans ses approches de travail et la réflexion qu'elle a menée dans le développement de sa stratégie sur ce défi et l'intégration des collectivités territoriales, je pense que c'est d'abord prendre en compte les défis, les situations de crise que peut porter un territoire, comme les défis de développement ou des situations d'impact socio-économique comme la crise sanitaire Covid que l'on vit actuellement, ou encore les impacts de la sécheresse, pour les transformer en opportunités et intégrer ces risques dans la gestion de ces risques, en tout cas dans les réponses. Pour cela, essentiel de s'appuyer sur la force que représente la communauté locale inscrite dans ce territoire. Bien sûr, le défi sera, on l'a vu à maintes reprises en développement des programmes, la pérennité de ces actions, et c'est là où s'inscrivent les collectivités territoriales, entre autres, on le verra à travers différents rôles, mais notamment dans ce rôle très important et sensible, donc de le développer et de l'inscrire dans une vision long terme. Alors ensuite, dans sa vision long terme, il faudra pérenniser, mais également apprendre de ces expériences, en tirer des apprentissages et une modélisation pour pouvoir multiplier l'impact. Et c'est là également où, je pense, les universités ont toute leur place en tant qu'acteurs synergiques de développement. Ahmed Jazouli, par rapport à cette actualité, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? L'innovation sociale n'est plus un luxe intellectuel pour le Maroc et pour les pays du monde. L'innovation sociale est devenue actuellement une nécessité
dans l'action publique, soit au niveau central, au niveau régional, préfectural, provincial et même au niveau local. L'essence de l'innovation, c'est de mener des politiques ancrées territorialement, comme vous l'avez dit. Et l'ancrage territorial des politiques nationales, soit dans le domaine de l'éducation, de l'emploi, de l'investissement, de tous les aspects des politiques publiques, l'ancrage est fait à travers le principe de l'inclusion citoyenne dans la prise de décision dans ces politiques, deux, dans le suivi de ces politiques. Et c'est de là, effectivement, que le sens de l'innovation peut prendre forme et effectivement l'ancrage des politiques territoriales devient un instrument de développement et un instrument de réponse aux grandes problématiques des citoyennes et des citoyens du Maroc. Très bien. Je pense qu'à travers cette réaction à l'actualité, nous avons déjà un avant-goût de ce qui nous attend pour ce 8e épisode. Donc aujourd'hui, l'innovation sociale, je comprends que c'est un processus qui émane des territoires, dont les collectifs, soit des citoyens, soit d'associations, soit de coopératives ou d'autres entrepreneurs sociaux, et sont les artisans. Mais à force aujourd'hui de considérer les entreprises privées, l'État dans sa dimension centrale et les acteurs de l'économie sociale et solidaire, on finit souvent par occulter le rôle que jouent les conseils régionaux, les conseils préfectoraux et provinciaux et les communes, rurales ou urbaines qu'elles soient. On occulte un peu leur rôle aujourd'hui dans le processus d'innovation sociale, sachant que les acteurs sociaux, les innovateurs sociaux, sans ces collectivités, se privent de précieuses ressources. Et là, je m'adresse à vous, Madame Rizqaoui, à travers votre expérience, et vous collaborez au sein de CARE Maroc avec beaucoup de collectivités territoriales. Est-ce que vous pensez que déjà aujourd'hui, cette philosophie, ce mindset d'introduire des programmes et des solutions innovants dans le territoire, est-ce que cette mentalité existe chez les collectivités aujourd'hui? Et comment faire davantage pour la renforcer? Alors c'est une très bonne question. Je pense qu'aujourd'hui on est aidé par un cadre national qui est déjà mis en place depuis quelques années. J'entends la décentralisation, la régionalisation qui donne beaucoup plus de prérogatives et d'espace décisionnel aux acteurs régionaux et locaux. Donc ceci est déjà très important. Maintenant, pour effectivement optimiser ces nouvelles opportunités, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage, c'est une nouvelle façon de fonctionner et il faut être accompagné. Je pense qu'il y a un accompagnement qui doit être apporté aux collectivités territoriales pour, je dirais, intégrer culturellement cette nouvelle ou cette progression, je dirais, évolution de gouvernance. J'entends par là la notion de gouvernance inclusive. Qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est la gouvernance qui permet, et vous l'avez dit, considérer et consulter toutes les parties prenantes pour informer la prise de décision pour qu'elle soit participative. Donc pour cela, il y a effectivement une acquisition de connaissances, des mécanismes qui permettent cette consultation inclusive et donc cette gouvernance inclusive, mais également de les soutenir dans ce qu'on appelle le travail également de concertation et de coordination, et qui sont les parties prenantes qui doivent être autour de la table. J'entends par là les entreprises, c'est là où les entreprises ont leur place également, des réflexions autour des démarches RSE de ces entreprises-là, mais également la société civile. On parlait du citoyen, de la place centrale du citoyen dans la réponse, qui est, je pense, l'aboutissement final doit être le citoyen et son bien-être. Et la société civile est l'organe qui connaît quelque part peut-être aussi le mieux ce citoyen et peut remonter des données, des informations, les défis, les barrières que rencontre ce citoyen pour qu'il puisse être considéré par les acteurs de développement, entreprises, élus, donc les collectivités locales,
pour trouver des réponses inclusives et que tout le monde ait sa place, que ce soit la personne elle-même, la personne également avec des spécificités comme la personne en situation de handicap et la femme également. Très bien. Juste une autre question. Est-ce que vous pouvez, si vous avez un exemple à nous donner, d'un projet, d'un programme qui illustre cette coopération entre acteurs sur le terrain et collectivités territoriales, qu'est-ce qu'ils permettent en général aux acteurs d'avoir? Est-ce que par exemple c'est des espaces, c'est des financements, c'est de la co-construction du projet dès le départ? Comment se matérialise cette collaboration entre les innovateurs sociaux et les collectivités territoriales? Alors on a plusieurs exemples, je vais peut-être en citer un. C'est un projet qui a lieu dans la région de Sidi Slimane, donc à Sidi Slimane, donc région rurale de Rabat, où nous avons un secteur lié à la parfumerie et qui, dans la chaîne de valeur, nécessite la collecte de fleurs d'oranger pour en extraire de l'essence et créer des parfums. Bon, qui peuvent aller jusqu'à l'exportation. Donc là, on parle vraiment d'une économie nationale et internationale. Alors, il s'avère que dans le premier maillon de cette chaîne, on retrouve les femmes rurales cueilleuses de fleurs d'oranger. Alors, la cueillette se fait dans un espace-temps qui est très court et qui, finalement, impacte sur les ressources de ces femmes qui sont tout à fait, finalement, limitée dans le temps et pas suffisamment sécurisante pour des ressources, des sources régulières. Alors, ce qui se passe effectivement, c'est que ces femmes, pour pouvoir acquérir des ressources complémentaires, eh bien, elles sont amenées à ce qu'on appelle la migration économique et à aller chaque année en Espagne avec tous les risques que ça comporte et que l'on connaît, pour travailler en Espagne, ce qui fait chuter la main-d'œuvre dans cette région et peut mettre en risque, la viabilité de ce secteur et donc de ce business. Donc, ce qui s'est passé, et en soi, je pense que c'est un modèle intéressant à analyser, c'est que l'entreprise internationale en question, l'entreprise nationale impliquées, toutes les deux impliquées dans l'exploitation de l'essence de fleurs d'oranger, se sont assis avec Air Maroc pour trouver une solution, et bien sûr les collectivités territoriales se sont assis avec Air Maroc pour trouver une solution pour ces femmes, pour qu'elles puissent développer des activités économiques, innovation sociale à travers des entreprises sociales complémentaires, leur permettant d'avoir des revenus stable et régulier et continuer donc à renforcer cette chaîne de valeur. Elles ont fini par développer une coopérative inscrite dans le territoire qui mit en bouteille de l'eau de fleurs d'oranger qui était à la base un surplus de cette entreprise. Donc on a aussi ça là, le phénomène également environnemental de gestion des déchets. Aujourd'hui, cette eau de fleurs d'oranger est mise en bouteille et elle est commercialisée à travers cette coopérative en produits issus de l'entrepreneuriat social. Donc, c'est quelque part l'intégration dans une chaîne de valeur du citoyen, de la femme en place centrale, mais où tout le monde, et ça c'est important, tout le monde y retrouve un intérêt et un bénéfice tout en participant au développement local. C'est un très bon exemple qui montre qu'aujourd'hui, effectivement, les collectivités territoriales, elles peuvent montrer la voie et faciliter l'accès à des ressources, à du financement et parfois même à de l'orientation, à de la facilitation aux innovateurs sociaux. Si Jessouli, à travers votre expérience, qui est très reconnue sur le terrain, et vous avez travaillé au niveau régional, préfectural, provincial et communal, je veux vous poser la question suivante. Quel est le niveau, à travers, dans ces trois niveaux, je dirais, d'organisation territoriale, quel est le niveau qui est le plus vif, qui est le plus dynamique de l'accompagnement? Est-ce que c'est plutôt la commune, la province ou la région où vous sentez, vous voyez sur le terrain qu'il y a une plus grande implication dans l'innovation sociale? Et si oui, à travers quelles mesures réelles ça se passe sur le terrain, cette synergie?
Il faut dire que dans la pratique et à travers l'exercice de ces 6 dernières années, il y avait des éléments de réussite dans tous les niveaux de la régionalisation. Parfois, on trouve des régions qui sont leaders, parfois des conseils préfectoraux ou provinciaux qui sont leaders, et parfois des communes. Et même dans les communes, parfois c'est la commune rurale, lointaine, et parfois c'est une commune urbaine au centre des grandes villes. Donc les cas de réussite de la mise en œuvre de l'approche de l'innovation sociale se déterminent selon la volonté qui existe chez les leaders de ces institutions, la compréhension de l'approche et la mise en œuvre de cette approche, et en même temps, il est déterminé par la contribution de l'autre partie qui est incluse dans le processus. Comme Madame l'a très bien expliqué, donc les cas que vous avez mentionnés sont des cas de réussite énorme, là où il y a effectivement la volonté de se lancer dans ce projet, dans des projets de la part des décideurs. Il y a aussi la partie citoyenne qui est l'inclusion, qui assure l'inclusion. Effectivement, au niveau législatif, il y a la possibilité de l'inclusion qui a été déterminée par la Constitution de 2011, puis renforcée par les lois organiques des collectivités territoriales, puis renforcée encore par les circulaires mises en place par le ministère de l'Intérieur et la Direction générale, et la formation très bien organisée de la Direction générale des collectivités territoriales qui assure une assistance très importante aux collectivités territoriales au niveau national. Mais reste encore le rôle de la société civile, reste encore le rôle des autres acteurs pour assurer la réussite de la mobilisation pour réussir ce processus d'inclusion. Parce que le processus d'inclusion, c'est la volonté de s'ouvrir, c'est la volonté d'agir, de proposer de la part de la société et des citoyens. C'est aussi le savoir-faire, comment merger tous ces éléments pour produire une politique de qualité, une politique différente, une politique bottom-up, du terrain vers le haut, qui émerge des citoyens, et pour développer les solutions ajustées aux problèmes. Donc c'est là que le grand défi, bien sûr, réside. Actuellement, il faut dire que nous sommes dans un processus d'apprentissage. Effectivement, nous avons 6 ans d'expérience. 6 ans, c'est peu pour dire que pour évaluer, pour approfondir l'expérience, mais aussi quand même, c'est important dans le cycle de développement et le temps politique d'une nation, parce que ça couvre un mandat donc pour un organisme élu, donc pour lequel il doit bien sûr rendre compte de ce qu'il a réalisé. Cette opportunité législative qui existe, et bien sûr cette opportunité organisationnelle qui existe de l'inclusion citoyenne et qui ouvre l'opportunité à l'innovation sociale, donc si on revient à la définition de l'innovation sociale, c'est comment les citoyens peuvent trouver les solutions à travers des idées nouvelles, à travers la création, et travailler ensemble avec les décideurs pour trouver la solution adéquate aux problématiques qui se posent dans le moment. Ce ne sont pas des solutions intellectuelles, mais ce sont des réponses qui doivent être présentées donc, sur le tas, dans des contextes bien précis, et bien sûr, par la suite, ces réponses peuvent être évaluées. En résumé, les collectivités territoriales sont dans la position d'engagement, donc ils sont ouverts pour s'engager, donc légalement en premier lieu. Le cumul de l'expérience des élus à travers les 6 dernières années
a ouvert l'opportunité à trouver les solutions pour revenir à l'ancrage du développement dans le territoire et arriver jusqu'aux petits parcelles, le petit quartier, le douar, arriver avec le développement aux petits districts, aux petits départements, douars, quartiers, pour voir le développement au niveau national en même temps, parce que bien sûr le Maroc est fait des douars et des quartiers, et un ensemble de douars et des quartiers, c'est une nation. Absolument. Donc la proximité doit primer, et l'innovation sociale, c'est un outil de développement de politique de proximité. Vous avez évoqué un point très important qui est le rôle de ce leader communautaire au sein de la collectivité, mais là je parle plutôt de leader politique. C'est-à-dire aujourd'hui le président de la commune, le président du conseil provincial ou préfectural, le président du conseil de la région. Est-ce qu'aujourd'hui, là je m'adresse à vous Madame Halima Rizqaoui, est-ce que vous pensez que l'innovation sociale est quelque chose que les collectivités territoriales peuvent donner ou peuvent en général, je dirais, y contribuer parce que c'est systémique, parce que la loi l'exige, parce que la réglementation le dicte, ou c'est plutôt un fait personnel de l'engagement personnel de l'élu local? C'est-à-dire je pars vers une commune ou une collectivité et j'essaie de présenter un projet innovant, un projet socialement intéressant pour la communauté. J'ai besoin de faire intervenir la collectivité dans la chaîne de valeur. Est-ce que c'est systémique partout où l'on va au Maroc, ou bien est-ce que ça dépend vraiment de l'engagement personnel de l'élu sur place? Alors, effectivement, on ne peut pas nier qu'il y a des différences qu'on observe d'une région à l'autre et effectivement d'un moment à l'autre. Aujourd'hui, je pense que la question finalement, elle touche à cette notion que est-ce que le mécanisme doit dépendre d'une personne, d'un individu, ou d'un mécanisme établi et renforcé dans lequel doit s'inscrire cette personne élue. Donc je pense que c'est plutôt la deuxième option qui est la bonne pour asseoir un vrai développement économique inclusif pérenne dans le temps. Aujourd'hui, pour pouvoir asseoir ce mécanisme, il faut qu'il soit dépendant et construit avec toutes les parties prenantes. On l'a entendu tout à l'heure, notamment la société civile, les entreprises qui s'inscrivent dans du plus long terme, le citoyen, etc. Bien sûr, où l'élu et les collectivités territoriales ont leur place et vont asseoir leur mandat au sein d'un mécanisme qui est construit. Après, là où l'individu fait la différence, c'est qu'il va apporter sa propre vision, sa propre motivation, ses propres atouts et son engagement dans le processus pour continuer à le faire évoluer dans une démarche d'excellence opérationnelle. C'est comme ça que ça doit, je pense, se passer. Donc oui, l'individu et sa particularité doivent être un atout complémentaire, mais un mécanisme qui doit d'abord être assis et construit et qui doit perdurer au-delà des temps limités des élections finalement. C'est tous les 6 ans. Et là, Ahmed Jazouli, comment plaidoyer, comment faire pour, je dirais, sensibiliser et généraliser l'engagement d'autres collectivités territoriales qui sont peut-être aujourd'hui moins engagées que d'autres. Comment faire pour, je dirais, renforcer leurs engagements au profit de l'innovation sociale dans leur territoire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est de l'incitation? Est-ce que ça doit venir d'en haut, avec des lois, avec des réglementations, avec des circulaires? Quelle est la bonne approche selon vous? Effectivement, actuellement, il y a la possibilité juridique, vu les lois organiques mises en place, pour encourager ces systèmes d'innovation sociale et d'inclusion citoyenne dans tous les aspects de l'action publique, soit au niveau central, du gouvernement, au niveau territorial. Et les niveaux territoriaux, tous les niveaux territoriaux. Le rôle de l'individu, effectivement, c'est un rôle déterminant, même si le système mis en place, effectivement, il est encourageant,
mais reste le rôle très important des individus qui sont dans la mission d'exécution de ce qu'ils ont promis aux électeurs. Donc, si nous avons à partager le pourcentage de l'influence positive sur les politiques publiques de l'écosystème avec le rôle de l'individu, personnellement, je suis pour 70% du rôle de l'individu et 30% du cadre. Si on n'a pas le cadre convenable, l'individu ne peut rien faire. Mais malheureusement, même si on a le cadre convenable, le rôle de l'individu est déterminant. Si on a un individu qui se désengage vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis de ses responsabilités, qui ne comprend pas de quoi s'agit-il, si un responsable n'est pas comptable de ses actes envers, son conseil, ses citoyens, donc comment il peut répondre aux besoins des citoyens. Donc, maintenant, nous avons l'opportunité politique, législative, institutionnelle, même constitutionnelle, de l'inclusion citoyenne. Donc, on ouvre l'opportunité pour l'innovation sociale, pour que les citoyens et les citoyennes développent des idées, des solutions à leurs problèmes. Et c'est là l'essence de l'innovation sociale, comment les citoyens et les citoyennes peuvent développer des solutions à leurs problèmes, exactement, et ils ont l'institution qui est à leur côté pour les accompagner, pour les entendre, pour les écouter et pour s'ouvrir à eux. Légalement parlant, si actuellement au Maroc moderne de 2022, si une collectivité territoriale prenne des décisions sans inclure les citoyens et les citoyennes, sa décision doit tomber à l'eau. C'est-à-dire au tribunal administratif, carrément, on peut... Au tribunal administratif, même, ce n'est pas légal, définitivement, parce que l'inclusion, c'est un processus constitutionnel. Si une décision est prise sans inclusion, c'est une décision qui n'a pas la raison d'être. Le côté plaidoyer, il est déterminant pour renforcer la mise en œuvre des approches nouvelles qu'a portées la Constitution et qui sont incarnées dans les textes des lois organiques. Donc le rôle de la société civile, c'est un rôle déterminant. Bien sûr, il faut la mobilisation et en même temps, il faut l'ouverture envers la société civile à travers les mécanismes qui sont en place, bien sûr. Les instances consultatives que la loi a prévues, elles sont là donc, pour être consultées. Elles ne sont pas là pour être juste un décor dans le système. Ce n'est pas ce que veut le législateur. Il y a d'ailleurs, vous avez mentionné le nouveau modèle de développement au début qui a mis le point sur le manque à gagner concernant les processus d'inclusion. Ces approches ne sont pas des approches pour le décor, ce sont des approches pour le travail. Essentiel pour le travail. J'aimerais prendre une petite minute pour parler aujourd'hui de quel type d'action, par exemple, parle-t-on lorsque les collectivités décident de s'engager pour les innovateurs sociaux. Par exemple, il y a des collectivités qui ont permis la construction d'incubateurs, par exemple, pour les innovateurs sociaux au sein de leur commune. Il y en a d'autres, par exemple, qui ont créé des systèmes de financement dédiés avec des grants, avec des subventions liées au territoire. Il y en a ceux également qui ont innové en partenariat avec les universités, par exemple, dans leur territoire, dans par exemple, je ne sais pas, des licences fondamentales, des masters dédiés à l'innovation sociale. Qu'est-ce qu'il faut faire pour renforcer davantage cette offre et de quelles autres mesures qui ne sont pas encore là, mais que vous souhaiteriez avoir sur le terrain au profit des innovateurs sociaux? Madame Moustraoui. Alors, moi, je vais peut-être répondre en partant d'un point essentiel qui a, je crois, le mot a été évoqué, c'est la créativité. Aujourd'hui, CARE Maroc est tous les jours sur le terrain témoin de la force de créativité
des leaders communautaires. Il y a dans chaque communauté des leaders qui sont une force en fait de développement parce que d'une part, ils arrivent à trouver des solutions de développement pour eux-mêmes et pour elles-mêmes, et j'entends également les femmes. Et il faut que ces créativités soient soutenues parce qu'on a pu observer, c'est vraiment réel et ça se répète, qu'une fois qu'elles ont réussi à créer leur innovation sociale, elles deviennent une force d'influence du reste de la communauté et elles drainent cette communauté vers des actions similaires. Il y a vraiment une force en fait d'attraction du reste de la communauté par les leaders. Et nous avons pu observer également que les communautés voisines observent ce qui se passe et par mimétisme veulent le répéter. Et c'est là également où le leader dont j'ai parlé arrive également à être impulseur dans l'amorçage de cette réplication. Pour revenir à votre question, je voudrais que les collectivités territoriales soient beaucoup plus attentives à ce qui se passe sur le terrain, à ces initiatives. Et nous, on l'a vu parce qu'elles se font à travers une méthode que CARE Maroc a mis en place, qui est l'association villageoise d'épargne et de crédit, qui permet à ces femmes, à ces communautés, souvent régions rurales et périurbaines, de développer leur business en partant de zéro. On parle de femmes à 80% illettrées ou très peu lettrées à la base, et qui arrivent ensuite à s'insérer d'une manière extraordinaire dans l'écosystème. Et on a besoin aujourd'hui, il est important surtout que les collectivités territoriales soient attentives, qu'elles identifient et qu'elles ensuite participent à la réplication pour avoir un réel impact en bout de chaîne. Impact en termes de chiffres, mais impact en termes de pérennité également dans le temps. Et je finis par cela, à savoir que cette méthode d'association villageoise d'épargne de crédit qui permet l'innovation sociale et d'entreprendre l'insertion socio-économique des femmes et des jeunes, elle est aujourd'hui sur la table du ministère de l'économie sociale et solidaire qui réfléchit à son institutionnalisation. Et son institutionnalisation veut dire l'intégration des collectivités territoriales également. Donc voilà, pour répondre à la question. Merci. Jazoli, que peut faire de plus les collectivités dans ce sens? Les collectivités doivent voir les solutions qui existent derrière les problèmes. Donc là, vous êtes d'accord avec Mme Straoui par rapport à ce point. Il faudrait qu'ils prennent connaissance de ce qui se passe dans nos territoires. Ce qui se passe dans le territoire et trouver les solutions parce que les solutions se trouvent avec les problèmes qui existent. Et les solutions se trouvent avec les citoyens. Le débat avec les citoyens peut mener vers des solutions concrètes, mais essentiellement à travers, l'écoute, 2, l'interaction, ce n'est pas seulement l'écoute, l'interaction, troisièmement, l'inclusion des citoyens dans le suivi et bien sûr l'évaluation des politiques territoriales. Très bien. Et tout ce que développe la collectivité territoriale doit être d'une manière permanente, ouvert aux discussions, ouvert aux suggestions, ouvert au processus de l'inclusion, parce que l'inclusion, c'est une plus-value qui a la valeur en s'exerçant. Donc, si on n'exerce pas assez l'inclusion, on manque de voir les résultats concrets sur le terrain. Ce n'est pas un titre. Et la politique inclusive, c'est une politique qui coûte moins cher, mais qui réalise beaucoup de résultats. Excellent. Notre émission touche à la fin, donc c'est le moment du call to action. Donc là, je vous donne la parole pour 30 secondes express chacun pour lancer une recommandation, un call to action aux acteurs de l'écosystème et idéalement aux collectivités territoriales pour renforcer l'innovation sociale au sein de leur territoire. Madame Straoui, votre call to action. Merci. Alors, j'en ai deux rapides. Le premier s'adresse aux collectivités territoriales, c'est de se sentir encore plus concernés dans l'implication des projets qui sont en cours actuellement et notamment financés par les bailleurs de fonds pour, dès le départ, réfléchir à leur appropriation et leur pérennité,
et en travaillant avec la société civile. Et la deuxième s'adresse aux entreprises, c'est de renforcer encore plus les visions et les développements des stratégies de responsabilité sociétale d'entreprise et peut-être de se rapprocher de la société civile pour les consulter dans quelle stratégie développer pour le bien de la communauté dans laquelle ils interviennent à travers leur entreprise et leur territoire. Excellent. C'est Ghazouli, votre call to action? Mon call to action, je m'adresse aux présidents des collectivités territoriales au niveau régional, préfectural et communal pour leur dire que l'or existe dans les citoyennes et les citoyens que vous avez dans votre territoire. C'est là que vous pouvez faire la réussite avec les citoyens et avec les citoyennes. Engagez-les, consultez-les et travaillez avec eux, écoutez-les et continuez à les consulter d'une manière permanente. Pour la société civile, je demande à ce que la société civile se mobilise, c'est son droit, c'est son devoir et son action pour faire une mobilisation forte des citoyennes et des citoyens pour avoir des politiques publiques nationales et territoriales responsives aux besoins des citoyennes et des citoyens. Et c'est comme ça qu'on peut réussir le développement de notre pays. Très bien. Sahmed Ghazouli, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame Halima Rizqaoui, merci. Merci à vous. Merci à vous d'être là. Merci d'avoir participé avec nous. Merci d'avoir partagé avec nos téléspectateurs vos idées et vraiment très riches qui viennent de la pratique sur le terrain par rapport à l'innovation sociale au sein des collectivités territoriales. Merci également à l'équipe technique, merci à l'équipe de la Fondation Abdelkader Ben Salah, merci également à l'équipe technique de Télé+. Je vous appelle, chers téléspectateurs, à commenter, à interagir avec nous, en commentaire, dans les réseaux sociaux, en partage. Je vous rappelle que la diffusion se fait sur les réseaux sociaux de la Fondation Abdelkader Ben Salah et de Télé+. Votre avis nous intéresse, interagissez avec nous. Et jusque-là, je vous dis à très bientôt lors du prochain épisode numéro 9 de votre web émission Les engagés de l'innovation sociale. À très vite.